Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 16 novembre. Voici les titres de cette édition. Dans quelle ville sera construite la nouvelle prison du département? La réponse appartient au ministre de la Justice. Dans tout juste un mois, le 16 décembre prochain, Jean-Jacques Urvoas aura sur son bureau 2 candidatures, celle de Fontenay-le-Comte et celle de La Roche-sur-Yon. Les 2 municipalités ont préparé un dossier avec chacune leurs arguments. Nous ferons le point dans un instant. Focus également dans ce journal sur la 20e semaine pour l'emploi des personnes handicapées, des personnes qui sont plus touchées que les autres par le chômage. Vous l'entendrez, les recruteurs sont parfois réticents à les embaucher, alors certains demandeurs d'emploi handicapés n'hésitent plus et décident de créer leur propre entreprise. Et puis nous nous pencherons aussi sur l'innovation dans l'agriculture avec le salon Tech Élevage qui vient de s'ouvrir à La Roche-sur-Yon. À quoi ressemblera le travail des agriculteurs demain? Quelles sont les avancées technologiques proposées aux éleveurs? Réponse dans ce journal. Le dossier de la future prison est sur le bureau du préfet de la Vendée. Dans un mois, tout juste le 16 décembre prochain, Jean-Benoît Albertini devra avoir transmis au ministère de la Justice les sites potentiels pour accueillir le nouveau centre de détention du département. Une prison de 250 places. Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon sont toutes les 2 prêtes à accueillir cette nouvelle prison. Les 2 villes viennent de déposer chacune un dossier à la préfecture. Des candidatures soutenues d'un côté par les avocats, de l'autre par des citoyens. Élodie Pépin. D'un côté Fontenay-le-Comte, de l'autre La Roche-sur-Yon. 2 maisons d'arrêt surpeuplées, 2 communes candidates à l'implantation d'une nouvelle prison sur leur territoire. En octobre dernier, le gouvernement a annoncé la création d'un nouvel établissement pénitentiaire en Vendée. Depuis, les 2 municipalités ont déposé leur dossier auprès du préfet pour faire valoir leur candidature. Nous avons sur La Roche-sur-Yon un TGI. Les détenus sont en grande partie jugés dans ces TGI, qu'ils soient de Fontenay-le-Comte ou de La Roche-sur-Yon. Et donc nous avons besoin d'un lieu qui soit proche de ce tribunal de grande instance, proche du tribunal des Sables-d'Olonne en même temps, et qui permette, j'allais dire, une desserte assez rapide, assez facile. On considère que Fontenay-le-Comte est une situation un peu privilégiée, puisque la cour d'appel est à Poitiers. Et donc si des détenus font appel, c'est beaucoup plus près pour, disons, les orienter vers Poitiers. Et puis on peut accueillir des gens venant de La Rochelle également. Et pour leur candidature, les maires disposent de divers soutiens. À Fontenay-le-Comte, par exemple, un habitant a décidé de lancer sur son blog une pétition pour soutenir la candidature de sa commune. C'est une envie d'agir. Bon, certes, la prison est un sujet bien spécifique, mais c'est un enjeu économique majeur pour le Sud Vendée. Le but, c'est de la transmettre au garde des Sceaux, de façon à ce qu'il en prenne connaissance et qu'il voit qu'il y a un engagement citoyen fort à Fontenay-le-Comte, comme sur beaucoup de dossiers. À La Roche-sur-Yon, ce sont les avocats qui se sont mobilisés. Ils ont rédigé une motion pour que la prison voie le jour dans l'agglomération lyonnaise pour des raisons d'accès au droit. Plus évidemment, on éloigne la maison d'arrêt des centres de décision que sont les palais de justice et où se trouve évidemment localisé l'essentiel des cabinets d'avocats, et plus on éloigne le détenu, donc le justiciable, de ses droits à défense. Le préfet de la Vendée a jusqu'au 16 décembre prochain pour faire part des 2 propositions au garde des Sceaux. Après examen, le ministre devrait rendre sa décision définitive dès janvier 2017. Dans l'actualité sociale, nouvelle manifestation ce mercredi devant l'inspection académique à La Roche-sur-Yon. Mobilisation pour la défense du statut des auxiliaires de vie scolaire. Ces personnes qui accompagnent à l'école les élèves en situation de handicap ou en difficulté. Selon les manifestants, actuellement une dizaine d'enfants en Vendée seraient dans l'attente d'une AVS alors que certaines d'entre elles n'ont pas de poste. Au-delà de cette problématique, une meilleure reconnaissance du statut des auxiliaires de vie scolaire est aussi demandée. Ça a été quand même des personnes extrêmement précaires. Aujourd'hui, on peut se dire que ça se professionnalise, mais dans des conditions très mauvaises pour les personnels, il faut le dire. Des temps partiels, c'est quand même des salaires qui vont de 600 maximum à 900 € pour ces personnes. Alors que dans d'autres pays, où depuis longtemps il y a cette inclusion, je pense à l'Italie, à l'Espagne.
Et en matière de handicap, la Vendée a été choisie pour mettre en place de manière anticipée un nouveau dispositif. Son nom, une réponse accompagnée pour tous. Il oblige désormais les acteurs du monde du handicap à apporter une réponse précise à toutes les personnes handicapées. Certaines en effet se retrouvent perdues, sans solution face à des associations ou des institutions qui se renvoient la balle. La Vendée fait partie de 24 territoires pilotes sur le sujet. En France, il y a 23 territoires pionniers qui l'ont mis en place. Les premiers plans d'accompagnement globalisé viennent de voir le jour. Et notamment dans le département de l'Aisne ou du Pas-de-Calais, on a déjà des plans d'accompagnement globalisé qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'on a des jeunes ou des adultes qui n'avaient rien, qui étaient chez eux sans solution, sans rien du tout, qui aujourd'hui ont des solutions pour avoir une vie meilleure. Et ce dispositif doit s'appliquer à l'ensemble de la France au 1er janvier 2018. Et cette semaine, c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Cette 20e édition s'est ouverte sur un constat. Le nombre de chômeurs en situation de handicap a encore progressé en un an de 5% en France. Selon l'association Cap Emploi, certains recruteurs ont des réticences à les embaucher. Fabrice Martin a trouvé la solution. Ce Vendéen a décidé de créer sa propre entreprise. Pierre Dalicieux est allé le rencontrer. Fabrice Martin a monté il y a peu de temps sa société de dératisation. Après une carrière de 20 ans dans le BTP, il est obligé de tout arrêter suite à de gros problèmes de dos. Retrouver du travail avec le statut de travailleur handicapé devient pour lui très compliqué. Il décide alors de mettre en œuvre cette idée qu'il avait en tête depuis quelques temps. Monter ma boîte, j'avais déjà pensé. Là c'était... Dans mon malheur, c'est peut-être un bonheur que j'ai eu. C'est peut-être été le petit déclic qui me disent bon, mais j'y vais, c'est maintenant. J'approche de la quarantaine, je dis bon, faut y aller quoi. Je regrette pas. C'est vrai qu'après je me dis si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire derrière quoi. Retourner salarié, le mode de vie, trouver une personne qui puisse m'employer, ça sera peut-être plus délicat quoi. Devenir son propre patron lorsque l'on est handicapé, une idée qu'il n'est pas le seul à avoir eue. Ici, à la boutique de gestion des entreprises, 20% des créateurs sont des personnes en situation de handicap. Et dans la plupart des cas, c'est la seule alternative pour rester dans l'emploi. C'est vrai que c'est compliqué de trouver du travail avec un handicap parfois un peu lourd. Et donc la solution de la création, ça permet au moins de créer son poste adapté au handicap. Je pense à des gens par exemple qui sont dans le domaine du bâtiment. On a des gens quelqu'un qui est maçon, salarié, qui a des problèmes de dos. S'il commence à dire à son employeur, moi de temps en temps je ne viendrai pas bosser parce que j'ai mal au dos, ça passera jamais. Alors que s'il est chef d'entreprise, il pourra un matin dire là je peux pas, si je continue je me mets en danger. Et donc il y aura des délais un peu plus longs pour réaliser les travaux, mais il est capable de faire ça. Trouver un emploi alors que l'on est en situation de handicap peut devenir un véritable parcours du combattant. Le taux de chômage des handicapés reste élevé et pourrait diminuer si les mentalités de certains employeurs changeaient. Aujourd'hui, on a tout un tas d'enquêtes qui montrent que les salariés en situation de handicap ne sont pas plus absents que les autres. C'est pas parce qu'on a eu une maladie à un moment dans son parcours de vie qu'une fois qu'on est soigné, guéri et qu'on est stabilisé, on est en difficulté. Et que la question de l'efficacité, elle n'a rien à voir avec le handicap. Parfois oui, mais la plupart du temps non. L'important, c'est de trouver le bon emploi en lien avec ses capacités, ses motivations. En janvier, la société de Fabrice fêtera sa première année. Aujourd'hui, ce jeune chef d'entreprise ne reviendrait en arrière pour rien au monde, même pour un contrat en tant que salarié. L'an dernier, il avait attiré à La Roche-sur-Yon près de 8000 personnes venues de tout le Grand Ouest de la France. Le salon Tech Élevage a ouvert ses portes ce mercredi au parc des expositions des Oudéries. Un rendez-vous destiné avant tout aux agriculteurs et qui met en avant les innovations technologiques dans l'élevage. C'est Philippe Vasseur, ancien ministre de l'Agriculture, qui a ouvert les débats, avec notamment une conférence sur la 3e révolution industrielle. Pour lui, la réponse aux crises que nous connaissons est à trouver sur chacun de nos territoires grâce à une forte coopération. Et ce salon à Tech Élevage réunit jusqu'à vendredi 160 exposants venus présenter leurs dernières innovations. Le numérique et les objets connectés sont de plus en plus utilisés dans les exploitations. La tendance n'est pas près de s'inverser, c'est ce qu'a pu constater Grégoire de Châtillon. Malgré un contexte agricole en crise, il faut bien, dans la mesure du possible, continuer à se projeter, donc à innover. Le salon Tech Élevage est fait pour ça. La tendance qui se dégage est alors aux solutions connectées, un vrai confort pour l'éleveur. Il est connecté à ses vaches. En fait, il a
Pas besoin de retourner au bureau et regarder sur les papiers. Tout est dématérialisé et dans la poche. Date de naissance, dernier vélage, ascendance et performance de l'animal. Bref, les innovations ne s'arrêtent pas là. Les objets connectés, c'est une réalité en agriculture parce que ça permet d'envoyer des alertes, des informations à l'éleveur qui lui permettent, via son smartphone, de traiter un certain nombre d'informations qui le renseignent sur l'état d'un animal, l'état physiologique, sur un besoin particulier et qui lui permettent d'intervenir immédiatement. Grâce à des capteurs dernier cri, du semis à la récolte, c'est la même chose pour les cultures. On a des capteurs, par exemple celui-ci qui mesure les données agronomiques avec l'humidité du sol, la température du sol, température de l'air, humidité de l'air. On a également des capteurs tels que notre pluviomètre connecté qui mesure la pluviométrie, température de l'air, humidité de l'air. J'ai un de mes clients qui m'a dit que jamais il reviendrait en arrière parce que ça lui apporte du confort, de la sécurité en connaissant à distance ce qui se passe. Du côté de l'alimentation, la distribution manuelle du fourrage ne sera plus qu'un mauvais souvenir grâce à ce robot. L'éleveur n'a plus besoin le matin de faire la distribution à ses animaux de l'alimentation. Ce système-là va le faire toute la journée et va le faire aussi mieux. Gagner du temps, simplifier le travail. Aujourd'hui, les solutions techniques existent, même si parfois elles sont encore méconnues des agriculteurs. Elles sont à découvrir ici, dans ce salon de Tech Élevage. On passe au sport avec d'abord le Vendée Globe et ce record établi par Alex Thompson, le Britannique toujours en tête de la flotte, a été le premier à franchir l'équateur. Après seulement 9 jours de course, jamais un marin n'avait démarré aussi rapidement un Vendée Globe. Le skipper du Gobos s'améliore de plus d'une journée, le record établi par Jean Le Cam en 2004. Et puis côté mauvaise nouvelle, nous vous l'annoncions dans notre précédente édition, Tanguy Delamotte retourne au Sables d'Olonne. C'est le premier abandon dans cette édition 2016. Le skipper d'Initiative Cœur a tenté de réparer sa tête de mât, mais face à l'ampleur des dégâts, son équipe et lui ont décidé de ne pas aller plus loin. Tanguy Delamotte a donc fait demi-tour et revient au Sables d'Olonne en solitaire et sans assistance, dans l'esprit, dit-il, du Vendée Globe. Tanguy Delamotte qui a aussi eu une pensée pour l'association dont il défend la cause, Mécénat Chirurgie Cardiaque. Il appelle d'ailleurs à poursuivre la mobilisation pour permettre à des enfants du monde entier malades du cœur de venir en France pour se soigner. Écoutez Tanguy Delamotte. La deuxième aventure, le deuxième objectif qu'on peut réaliser ensemble, c'est de sauver des enfants. Donc ici, il y a 2 ans, il y a une petite fille du Cap-Vert qui s'est fait opérer. Et je vais lancer ce petit nounours par-dessus bord en quittant le mouillage à quelqu'un qui va lui ramener. Et ça symbolise tous les enfants qu'on peut sauver. Et donc avec vous, vous pouvez continuer à cliquer, l'aventure continue, l'aventure solidaire continue. L'aventure solitaire, elle est là, elle est encore vivante. Grâce à vous, donc continuez à cliquer, vous pouvez faire des dons par SMS. Et je dis qu'on se retrouve au Sable pour fêter tout ça à mon retour. Et juste après ce journal, ne manquez pas le flash du Vendée Globe. En football, les clubs vendéens sont fixés sur leur prochain adversaire en Coupe de France. Le tirage au sort du 8e tour vient d'avoir lieu. Le Poiré-sur-Vie affrontera un autre club de DH, Saumur. Les Herbiers se déplaceront à Limoges, qui évolue 2 niveaux en dessous des Vendéens, en CFA2. L'équipe des Sables d'Olonne sera opposée à Biarritz. Seul le Pouzoge-Réaumur jouera à domicile. Ce sera face au Rodéo FC, un club toulousain pensionnaire de CFA2. Ces rencontres auront lieu les 3 et 4 décembre. Je vous propose à présent de découvrir le travail de Roger Leboeuf. Il est ébéniste à Némy. Pour célébrer les 20 ans de son entreprise, il a décidé avec son équipe de concevoir et de fabriquer un meuble spécial. 6 personnes ont travaillé sur son projet pendant 1 an et demi. Le savoir-faire de ces Vendéens vient d'être reconnu puisque le projet a été retenu dans le cadre du trophée Oser, un concours organisé par l'Union nationale des métiers de l'ameublement. Cyril Guillet. C'est ce meuble baptisé Nature que l'atelier de l'ébène a présenté au trophée Oser 2016. Un travail collectif pensé et réalisé par les 6 ébénistes de l'entreprise. Dimitri qui a dessiné ça voulait partir effectivement du tronc. Comment du tronc on crée un meuble fini, donc c'est ce qu'on a créé. L'écorce a un côté très brut qui ne représente pas forcément l'ébénisterie, donc on a décidé de le traiter en tout cas autrement. Il aura fallu 1 an et demi de travail depuis le premier coup de crayon jusqu'à la réalisation finale.
Créé pour les 20 ans de l'entreprise, ce meuble fait partie des 13 projets nominés à l'occasion du trophée Osez 2016, catégorie objet, sur la centaine présentée. Nous, on a beaucoup donné, on s'est fait plaisir aussi. Et puis derrière, il y a un retour, donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est vraiment ce qu'on en retire, pour moi, et pour les gars aussi, bien sûr. C'est le public qui a voté, qui a fait le choix de cette première sélection. Une belle récompense pour Roger Leboeuf et son équipe qui, à travers cette création, ont su allier modernité et tradition. Le métier d'ébéniste, c'est aussi de faire des tiroirs secrets, des aménagements spécifiques. Donc on a voulu aussi, à travers l'histoire que ça racontait, du côté brut au côté très, très fini, de montrer qu'on pouvait créer un tas d'aménagements. On a ici un tiroir qui ne sort pas complètement, donc on a voulu en plus pivotant pour dégager complètement l'intérieur. Des petits tiroirs avec des pouces-lâches, pas totalement secrets, mais qui amènent un peu une surprise. Donc tout ça sont des astuces qu'on va retrouver dans notre métier d'ébéniste qui existait depuis des siècles, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui. Depuis notre rencontre, sur les 13 projets en course pour le trophée, 3 lauréats ont été choisis. Et même si l'atelier de l'ébène ne fait pas partie du trio de tête, l'entreprise gagne en visibilité et c'était aussi là l'objectif de cette participation. Avant de refermer ce journal, un mot du Puy du Fou. Le parc vendéen vient de décrocher une nouvelle récompense, le prix de la meilleure création du monde pour son spectacle Le Dernier Panache. Une distinction décernée par une association qui réunit des parcs d'attractions, des musées et des troupes de spectacles du monde entier. Le Puy du Fou avait déjà décroché cette récompense l'an dernier pour Les Amoureux de Verdun. La météo, encore un temps couvert prévu pour ce jeudi avec des averses possibles localement. Les températures seront comprises entre 11 et 15 degrés. Attention, rafale de vent, du vent qui va se renforcer dans les prochains jours. Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.